Il y a 40 ans, très exactement, dans la nuit du 10 décembre 1948, au Palais de Chaillot, à Paris, était adopté un des textes les plus fondamentaux, on peut le dire, dans l'histoire de l'humanité, la Déclaration universelle des droits de l'homme que j'ai ici devant moi, mais j'ai aussi avec moi quelqu'un qui a collaboré fortement à sa rédaction, le professeur John Humphrey, aujourd'hui de l'Université McGill. Professeur Humphrey, bienvenue. Merci. Vous étiez donc à l'époque jeune fonctionnaire de l'ONU. Racontez-nous le processus. J'étais déjà le directeur de la division des droits de l'homme aux Nations Unies. Oui. Et ce texte-là, qui nous paraît aujourd'hui évident comme toute chose donnée, était en fait un grand pas juridique pour la communauté internationale. Je le pense. Est-ce que je peux vous raconter comment la déclaration a été adoptée? Parce que vous savez, à la conférence de San Francisco en 1945, on a essayé d'enchasser dans la Charte des Nations Unies une Charte des droits de l'homme. Alors, ils n'ont pas réussi. Mais ils ont créé une commission des droits de l'homme aux Nations Unies. Et l'idée, c'était que cette commission aurait un mandat de rédiger une charte des droits de l'homme. Une charte, hein? Alors, la commission a siégé pour la première fois en février 1947 sous la présidence d'Eleanor Roosevelt. Et le consensus était qu'il y aura, premièrement, une déclaration, c'est-à-dire une résolution de l'Assemblée générale. Et comme je viens de dire, Eleanor Roosevelt était la présidente de la commission. Et la commission avait décidé qu'elle, le rapporteur de la commission, Charles Malik, qui vient de mourir à Beyrouth il y a 2 mois à peu près, et un Chinois, P.C. Chang, sera un comité de rédaction pour rédiger cette déclaration. Mais il ne pouvait pas le faire. Parce que Chang et Malik avaient des philosophies différentes. Et c'est pour ça qu'ils m'ont donné un mandat de préparer un texte. Et vous étiez, comme dans un roman, dans une chambre d'hôtel en train de rédiger quelque chose? Non, ça c'était dans l'appartement d'Eleanor Roosevelt à Washington Square. C'est encore mieux. Plus tard, j'ai préparé ce projet. Dans l'hôtel Lido Beach sur le Long Island. Bon, et quand vous avez fait ça, vous n'étiez pas sans connaître les grands documents de l'indépendance américaine, les 3 déclarations des droits de l'homme de la Révolution française. Ça donne quand même une responsabilité énorme à un juriste de se mettre à dire voici ce à quoi tous les êtres humains de la planète auront droit. Non, mais je vais vous raconter comment je l'ai fait. Parce qu'il arrivait que dans le secrétariat, nous avions à peu près une douzaine de projets de déclaration qui avaient été envoyés par des organisations différentes et aussi par des particuliers, y compris H.G. Wells. Alors, ce que j'ai fait une synthèse de ces projets. Ça, c'est le travail que j'ai fait. Mais c'est moi-même qui ai décidé que je mettrais un article sur telle chose ou que je ne le mettrais pas. Et par exemple, les droits économiques, sociaux et culturels. Et une des raisons pourquoi la déclaration a une histoire si importante, c'est que nous avons fait inclure pour la première fois les droits économiques, sociaux et culturels. Et vous êtes très jeune, mais en 1948, c'était considéré comme étant de pur socialisme, je peux vous dire. Oui, j'imagine, mais même aujourd'hui, en lisant ça, en ayant en tête, moi aussi, la Déclaration de l'indépendance américaine, Montesquieu et tout ça, je me suis dit, pourquoi l'auteur, je savais que j'allais vous rencontrer, pourquoi l'auteur est-il allé si loin? Parce que les droits fondamentaux d'association, de religion, d'émigration sont déjà très difficiles à faire respecter. Pourquoi vous avez tout prévu, par exemple, le droit de jouir des arts? Ça m'a... Mais écoutez... pour commencer, je n'étais pas l'auteur de la déclaration. Mais quand même. Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai préparé le premier projet. Mais vous êtes c'est pas la même chose. Il y avait des centaines de personnes qui ont
contribué à la rédaction de la Déclaration. Mais il fallait mettre tout ça parce que vous parlez de Montesquieu, vous parlez des autres philosophes. Alors, on était d'accord que ces droits devraient être respectés. Mais ce que les Nations unies ont fait, c'est pour la première fois dans l'histoire, une organisation telle que les Nations unies était d'accord sur l'existence de ces droits. Mm-hmm. Alors, évidemment... Alors, vous avez voulu, vous vous êtes dit, plus on en met et s'ils sont d'accord, ce serait autant de gagner pour l'humanité. Ce n'était pas exactement ça. Il me semble qu'on a mis dans la Déclaration les droits essentiels. Est-ce que vous pouvez penser à un droit essentiel qui n'est pas inclus dans la Déclaration? Non, vous avez raison. Ma réaction de lecteur, c'est le contraire. C'est de me dire, c'est une liste tellement idéale que c'est le divorce entre la réalité dans la planète aujourd'hui et ça qui est frappant. Il faut vous remettre dans l'atmosphère du temps. Hein? Le catalyseur de tout ça, c'était les grosses violations des droits de l'homme pendant la Deuxième Grande Guerre. Mm-hmm. Et immédiatement avant la guerre, surtout en Allemagne nazie. Mm-hmm. Et ça, la Déclaration, et aussi les provisions dans la Charte des Nations unies concernant les droits de l'homme, c'est une réaction contre ces événements. C'est ça. Ce n'était pas parce qu'un groupe de professeurs ou de philosophes a décidé qu'il faut mettre ça, il faut mettre ça. Tout ça représentait une réaction contre la violation de tous ces droits-là, au moins la plupart. Hein? Dans le fond, est-ce que c'était pas, et ça a été le cas de la Société des Nations qui a précédé l'ONU et qui est venue après la Première Guerre mondiale, on se disait, comme d'ailleurs Paul VI l'a dit devant l'Assemblée générale, plus jamais la guerre. On voulait, par un texte comme ça, envoyer à l'humanité le message qu'il n'y aurait plus jamais ce genre de violation-là. Mais c'est pour ça que c'est tellement choquant aujourd'hui. Il y en a encore. Beaucoup. C'est vrai. Vous savez, vous avez touché à une idée, là. Il y a une relation très étroite entre le respect des droits de l'homme et la paix des nations. Mm-hmm. Et c'est reflété dans la Charte des Nations unies. Hein? Les buts des Nations unies, c'est garder la paix et aussi promouvoir le respect pour les droits de l'homme. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que cette association-là était un peu accident? Non, pas du tout. Oui. Mais que pensez-vous aujourd'hui du divorce? Par exemple, le droit à ne pas être déchu de sa nationalité, violé par, je prends un exemple, c'est pas le seul, l'Union soviétique qui prononce la déchéance nationale contre un écrivain qu'elle n'aime pas, elle va l'exiler. Et ça se passe couramment, la torture. Ça se passe, oui. Aussi, ici au Canada, il y a des lois contre le meurtre. Mais chaque fois que vous lisez, chaque jour, vous lisez dans votre journal qu'il y avait un meurtre. Mais très bien. Alors, on en arrive à un point qui vous intéresse comme juriste. Oui, c'est parce que, non, pas seulement comme juriste, mais vous savez, le droit nous dit ce qui devrait arriver. Mais habituellement, dans une communauté nationale, on fait respecter ce droit par la force si nécessaire. Justement. Parce qu'au niveau national, on a des mécanismes de mise en œuvre. Mm-hmm. Mais au niveau international, nous n'avons pas une police internationale. En effet. Nous n'avons pas les autres mécanismes que vous avez ici au Canada. Si vos droits sont violés, vous pouvez aller devant les tribunaux, obtenir un jugement, et il y a des moyens de faire exécuter ce jugement. Ça n'existe pas aux Nations unies maintenant. On peut avoir un jugement à la haie qui est purement... C'est comme si vous avez un jugement, mais aucun moyen de le mettre en œuvre. Bon. Et vous, comme juriste, parce que le juriste s'intéresse à la loi, mais aussi à sa conséquence, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les décennies à venir pour qu'on n'aura jamais de police mondiale? Mais... J'aimerais voir, et c'est le défi de la génération qui s'en vient, j'aimerais voir des mécanismes adéquats de mise en œuvre de ces standards que ma génération a pu mettre comme faisant partie du droit international. Quel genre de mécanisme?
Par exemple, si vous aviez un cours international de justice criminelle et vous pouvez emmener les vrais criminels, pas la collectivité comme on fait maintenant, mais comme on a fait après la guerre, hein, pour les criminels de guerre. Si vous aviez ça, ça c'est seulement une idée. Ce que vous avez maintenant aux Nations Unies et au niveau international, il y a toute espèce de mécanismes. Il y a des résolutions dans l'Assemblée générale. Chaque année, on adopte des résolutions concernant l'Afrique du Sud. Hein? Mais... Et là, on est sans doute dans le droit chemin, mais ce qui est plus inquiétant, c'est quand... Mais je n'ai pas fini l'idée. J'ai pas fini l'idée, c'est qu'au moins, vous êtes en train d'instruire l'opinion publique mondiale. Et tous les gouvernements, y compris les gouvernements les plus autoritaires, sont sensibles à ça. Alors, il y a ça. Même maintenant, mais ce n'est pas assez. Bon, très bien. Mais vous, jeune fonctionnaire à l'ONU, à l'époque, est-ce que vous pouviez imaginer, il y avait 48 pays au moment de l'adoption, et c'était en majorité des démocraties. Aujourd'hui, les démocraties sont en minorité, les démocraties telles qu'on les définit. Pouviez-vous imaginer l'apparition de camps politiques, des groupes qui votent en bloc à l'Assemblée? Pouviez-vous imaginer que les démocraties seraient en minorité? C'était un univers plus idéaliste. Je n'aime pas l'emploi de ce mot idéaliste. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le seul réalisme. Parce que si nous n'avons pas un droit international fort, comme dans les pays, comme au Canada par exemple, on ne pourra plus vivre sur cette planète, surtout dans un âge nucléaire. Alors ce qui est le défi, ce qu'il faut maintenant, c'est de construire un droit, pas seulement des standards comme nous l'avons fait, mais maintenant, et c'est beaucoup plus difficile, parce que les nations sont presque toujours d'accord sur les buts à atteindre. Hein? Ce qui est difficile, c'est de se mettre d'accord sur ces mécanismes adéquats de mise en œuvre. Mais est-ce que, plus difficile encore, c'est le problème culturel d'une justice? Parce que là où on a rule of law, le respect de la loi dans une société, ça marche, les tribunaux. Mais vous pouvez avoir des sociétés totalitaires qui vont dire oui, on est pour. Mais nous voulons créer au niveau international exactement le rule of law. Et vous ne pouvez pas faire ça sans avoir le respect pour les droits de l'homme. Mais prenons un cas qui est très près de nous, le Canada. Au moment où et c'est un cas qui va étonner les spectateurs, le Canada, au moment où ceci se rédigeait, à une étape préliminaire. Il votera ensuite, au moment de l'adoption, pour. Mais il s'oppose à une étape préliminaire à quelque chose d'aussi acceptable que cette déclaration-là. Vous pouvez nous rappeler un peu le contexte? Oui, mais ne me demandez pas de vous donner les raisons. Ils ne m'ont pas consulté. S'ils m'avaient consulté, j'aurais pu leur dire que vous allez vous trouver dans la compagnie des pays communistes qui sont membres des Nations Unies, de l'Arabie saoudite et aussi de l'Afrique du Sud. Mais c'est incroyable. Quelles sont leurs raisons? Je crois que c'était mêlé avec la politique nationale du pays, question de juridiction des provinces, etc. Cette idée des idées socialistes, les droits économiques, sociaux et culturels. Pourtant, le droit à la propriété est consacré là-dedans. Oui, justement. C'est vrai, mais vous ne le trouvez pas dans les pactes qui ont suivi. Vous savez, un de mes amis m'a envoyé de Montréal, quand j'étais à New York, une copie de la Gazette, dans laquelle il y avait un article de fond, et le titre était, je vous le donne en anglais, Human Rights on Pink Paper. Sur du papier gaucho. Ça, c'était la réaction du Canada à la Déclaration des droits de l'homme. Alors, ça pourrait arriver à nouveau. Le Canada, aujourd'hui, a changé son profil, si je puis dire. Le Canada, et c'est... je ne sais pas si j'ai joué un rôle dans ça, mais à peu près au temps de ma retraite des Nations Unies, le Canada a commencé à changer sa politique vis-à-vis le programme des droits de l'homme aux Nations Unies. Et le Canada a même assumé un rôle de leadership. Et à la Commission des droits de l'homme, nous avions Yvon Beaune, par exemple, qui était le président de la Commission des droits de l'homme.
qui a joué un rôle très important. Mais revenons à ce... Il y a un grand changement. Bon, mais ce refus dont vous ne connaissez pas les raisons, vous les soupçonnez simplement, ça se passe sous l'administration, c'est M. Saint-Laurent déjà à l'époque? Ça a dû être Saint-Laurent, oui. Bon. Et le Canada, dans le bref laps de temps entre son refus et son vote final positif, le Canada change d'avis, c'est M. Pearson qui arrive M. Pearson est arrivé à Paris, heureusement, parce que moi, j'étais choqué. Hein. En somme, j'étais là, à côté du président de la 3e commission. Il ne m'avait pas consulté. Alors... et vous n'étiez pas... Et je vous donne la raison pourquoi le Canada a changé d'avis. Il n'aimait pas la compagnie dans laquelle il se trouvait, c'est-à-dire les pays communistes qui étaient membres des Nations Unies alors, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud. C'est pour ça qu'ils ont changé leur position. Et Pearson, après, a expliqué le vote du Canada. Il a dit un tas de choses concernant, par exemple, la juridiction des provinces dans les questions des droits de l'homme. Mais c'était... Mais c'est Pearson qui ensuite a expliqué sans doute à l'administration que ça ne pouvait pas tenir. Vous pouvez être sûr que Pearson n'a pas pu changer la position du Canada sans consulter Ottawa. Parce que nos diplomates à l'étranger, ils disent ce qu'on leur dit. De dire. Vous comprenez? Bon, c'est ça qui est inquiétant à propos de l'ONU, d'ailleurs. C'est que les diplomates, on entend souvent dire que les diplomates se mettent d'accord sur quelque chose d'aussi évident que ceci. Et hop, arrive le télégramme de Moscou, de Washington ou d'ailleurs, qui leur dit de faire le contraire de ce qui semble être le bon sens. Mais s'ils le font, c'est probable que l'affaire va être discuter aux Nations Unies, peut-être à l'Assemblée générale ou ailleurs, et ça devient public. Et s'il y a une chose que les gouvernements n'aiment pas, à laquelle ils sont tous sensibles, c'est l'opinion publique mondiale. Mais vous comptez, je sens que dans le progrès de ce juridisme-là ou de ce règne de la loi à l'échelle planétaire, vous comptez beaucoup sur la susceptibilité d'un gouvernement qui ne veut pas être vu comme un gouvernement injuste. Mais que faites-vous d'un durcissement? Oui, à l'heure actuelle, c'est parce que nous n'avons pas d'autres moyens de mise en œuvre. C'est la seule chose. Mais est-ce que l'Afrique du Sud ne démontre pas qu'on peut exclure, tant qu'on voudrait un gouvernement totalitaire, il se durcit et il décide de demeurer quand même? Non? Je ne sais pas. Il y a graduellement, sans doute, un effort. Je ne sais pas si Botha va réussir. Et les dernières nouvelles nous disent que les gens de droite, les réactionnaires, vont l'empêcher de le faire. Mais graduellement, il essaie d'améliorer la situation. Mais l'ONU, de tout son poids de condamnation, a peut-être aidé l'apartheid temporairement. Vous voyez le paradoxe? Oui, vous avez peut-être raison là. J'ai toujours pensé que les Nations Unies ont été trop négatives vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Il aurait fallu les aider à abandonner l'apartheid. C'est une chose qu'on ne peut pas faire dans une nuit. Et adopter ces résolutions chaque année, ça a peut-être aidé le gouvernement dans un sens parce que les gens se réunissent autour du gouvernement quand le gouvernement est critiqué à l'étranger. Mettez-vous comme Canadien dans la même situation. Oui. Supposons que, et ça peut arriver à l'Assemblée générale, que le Canada est critiqué pour le traitement de nos peuples indigènes. Hein? Oui, c'est arrivé d'ailleurs. Oui. Alors, il y a toujours danger que les gens vont dire, mais nous n'aimons pas cette interférence. C'est certainement l'attitude dans les États-Unis. C'est pour ça que les Américains n'ont pas ratifié les deux pactes. Et là, il y a deux façons de voir, là. Hein? Et est-ce qu'il n'y a pas, d'ailleurs, les États-Unis peuvent utiliser l'arme financière? Ça aussi, c'est très ambigu. Les pays riches ils ne sont plus en majorité à l'Assemblée, mais est-ce que leur revanche, c'est pas les dollars? C'est eux qui font vivre disproportionnellement le siège social. Évidemment. Et c'est comme une tragédie grecque. Parce que dans les premières années, après la guerre,
c'était certainement les États-Unis qui étaient les leaders aux Nations unies. Et surtout dans ce programme des droits de l'homme, vous aviez le symbole Eleanor Roosevelt. Et maintenant, depuis la guerre du Vietnam, ils ont changé leur attitude vis-à-vis les Nations unies. Et je crois que 500 millions, quelque chose de dollars qu'ils doivent au... Ne me demandez pas d'expliquer pourquoi ils font ça. Je crois que c'est une nouvelle espèce d'isolationnisme causé par la guerre de Vietnam. Mais ceux qui vont dire, par exemple, tout ça vient du fait qu'on s'est ligué contre les États-Unis à l'Assemblée générale. On a systématiquement, ou contre Israël, par exemple, on a systématiquement condamné. Vous ne croyez pas à ça, les votes? Il y a peut-être un élément là, mais... Au total, comme juriste, vous estimez que l'institution a continué de se comporter correctement? Comme juriste, ce qui m'intéresse, c'est le fait que dans ma génération, nous avons pu créer des standards qui font partie du droit international, qui nous aident à juger la conduite des gouvernements. Parce que la loi nous dit ce qui devrait arriver, il ne dit pas ce qui doit arriver. Pour ça, il faudra avoir des mécanismes de mise en œuvre. Et le message que je voudrais donner, c'est que il faut que nous fassions ça, autrement, nous n'avons pas d'avenir. Et il y a quand même, vous me disiez tantôt, vous me mettiez au défi de trouver un droit qui n'avait pas été couvert, mais la question des minorités, ça vous préoccupe vous-même. Vous estimez que le texte aurait dû être Oui, c'est vrai que dans mon projet, j'avais un article concernant la protection des minorités qui était basé sur l'expérience de la Société des Nations. Et ce n'était pas accepté, je crois, pour la raison bien simple que la majorité des gouvernements ne veulent pas protéger leurs minorités. Ils veulent les assimiler. Et c'est très explosif. Oui. C'est pour ça que l'article n'était pas inclus dans le texte final, j'en suis sûr. Et il y a environ 6 pays, sur les 48 qui étaient à l'Assemblée votante, il y en a 5 ou 6 donc, qui n'ont pas ratifié, dont l'Union soviétique, l'Arabie saoudite. Pas de question de ratification de la... Non, mais l'adoption. Bon, l'adoption. Alors, les abstentions, comme je vous ai dit, c'était les pays communistes qui étaient alors membres des Nations unies. L'Arabie saoudite, parce qu'il y avait un article à l'effet que tout le monde avait le droit de changer sa religion. Ils ont dit que c'est contre le Coran. Et évidemment, l'Afrique du Sud. Mais tous les autres pays ont voté pour la déclaration. Mais est-ce qu'il vous est arrivé, vous avez été longtemps à l'ONU comme haut fonctionnaire, est-ce qu'il vous est arrivé de croiser des diplomates qui, parlant off the record, ne parlant pas de manière officielle, vous ont dit, eh bien, c'est pas grave, nous, on ne l'a pas signé. On n'y croit pas, on ne l'a pas signé. Par exemple, les diplomates soviétiques, ils pourraient toujours dire... Oui, mais c'est exactement le contraire. Vous savez que l'Union soviétique n'a pas voté pour la déclaration. Mais maintenant, ce sont des juristes soviétiques qui disent que la déclaration fait partie du droit coutumier. Il y a peut-être une raison pour ça. Vous savez que nos voisins au sud... n'ont jamais ratifié les 2 pactes des droits de l'homme. Les pactes, ce sont des traités, des conventions. Alors peut-être nos amis russes veulent dire aux Américains, c'est vrai que vous n'avez pas ratifié les pactes, mais vous êtes obligés par les mêmes normes qui sont dans la déclaration. Et je me rappelle une autre fois, une autre chose. Je me rappelle que quelques temps après l'adoption de la déclaration, l'ambassadeur de Yougoslavie m'a dit, il parlait de cet événement et je lui ai fait rappeler que la Yougoslavie s'était abstenue. Il dit, oh non, nous n'avons pas
Alors, vous voyez que l'attitude... Il faisait du révisionnisme. Oui, vous comprenez? Oui. Et vous qui croyez comme juriste que finalement c'est le poids de la désapprobation mondiale devant un standard qui fait évoluer les choses, est-ce que un motif d'optimisme pour vous serait par exemple, ce qui a étonné tous les observateurs, l'ouverture face à la fameuse résolution 242 sur l'existence d'Israël par l'OLP? Vous pensez donc qu'à ce moment-là, l'ONU commence à jouer son rôle et commence à avoir des textes qui veulent dire quelque chose pour le reste de la planète? Non, je ne suis venu, pas venu de parler de cette résolution. Mais au total, vous êtes un optimiste sur la valeur des textes produits par l'ONU. Je me suis arrêté parce que je voulais m'orienter un peu. Vous avez employé le mot optimiste. Vous ne savez pas si je suis optimiste ou pessimiste. Non, je veux le savoir. Je crois que l'optimisme, c'est la meilleure hypothèse si vous voulez arriver à un résultat quelconque. Mais quand je vous dis que si on ne peut pas créer des moyens, des mécanismes de mise en œuvre adéquats, efficaces, comme nous avons ici au Canada, par exemple, si nous ne pouvons pas le faire, parce qu'il y a un rapport si étroit entre le respect pour les droits de l'homme et la paix, je dis que cette planète n'a pas d'avenir. Est-ce que je suis optimiste ou pessimiste?